Salam alaikum, Azul, bonsoir. Les rois francs, mérovingiens, étaient appelés les rois fainéants, parce qu'ils n'avaient de leur titre de roi que le nom. D'ailleurs, le mot fainéant est à lui seul particulièrement expressif. En l'occurrence, fainéant veut simplement dire fait néant, c'est-à-dire il ne fait rien. Fait néant, il ne fait rien. C'est de l'origine du mot fainéant. Ces rois n'avaient donc de leur titre et de nombreux privilèges attachés ils n'avaient de ce titre que ces nombreux privilèges attachés à leur statut. Ils vivaient dans des résidences cossues, entourés de serviteurs et de saltimbanques qui les amusaient. Ils vivaient dans le luxe, le lucre, l'abondance, toujours affalés sur leur lit, même quand il leur arrivait de voyager. Les maires de palais, les maires du palais, étaient devenus, par la force des choses, les véritables maîtres du royaume, les véritables monarques. C'étaient eux qui décidaient de tout, y compris du choix du roi. Quand celui-ci ne leur convenait plus ou qu'il donnait des signes de vouloir assumer réellement ses charges, de décider du moindre acte de pouvoir, alors il l'évinçait et le remplaçait par un autre monarque, plus docile et qui savait se contenter des délices de sa fonction. Régulièrement, le maire du palais donnait le roi en spectacle, en grand apparat et avec magnificence. Le maire du palais, pour se donner une forte légitimité, avait besoin de cette présence formelle du roi fainéant qui l'investissait publiquement de sa confiance et qui lui donnait tous les pouvoirs de régner en ses noms et lieux. Le pouvoir du roi fainéant s'arrêtait à cette seule prérogative. Pour le reste, il était confiné à son palais, à ses plaisirs et au protocole de la cour. Pour faire comme si zama. Ce fut ainsi jusqu'au jour où un maire du palais décida de prendre directement le pouvoir et le titre de roi. Et c'est ainsi que les Carolingiens remplacèrent les Mérovingiens. Alors, ça ne vous dit rien, cette histoire que je vous raconte sur nos rois fainéants? Pas besoin de chercher longtemps, n'est-ce pas? Tellement évident. Vous aurez compris de qui je parle, bien sûr. De nos rois fainéants à nous, dont personne n'ignore qu'ils sont des créatures des maires du palais. Juste des façades protocolaires pour nous cacher ce qu'on veut nous cacher. Et que personne n'ignore pourtant. Et pour tout vous dire, je vais vous lire un tweet de M. Tebboune, parce que oui, M. Tebboune écrit des tweets, comme M. Trump, comme M. Macron, etc. M. Tebboune, notre roi fainéant à nous. Écoutez ce qu'il dit, je le cite, écoutez bien, c'est lui qui parle, ce n'est pas moi. Je cite. Avant son décès, le grand Moujahid Ahmed Gaïd Saleh avait déclaré « Le futur président sera une épée face à la corruption ». Aujourd'hui, le chef d'état-major, le général-major Chengueria, a offert au président de la République une épée en bronze, façon claire de confirmer le message de Gaïd Saleh. Vive l'Algérie et gloire à nos valeureux martyrs. Fin de citation et bah. Vous voyez un peu comment ça se passe. Les maires du palais ont choisi parmi tous les candidats le roi qui leur convient le mieux, dont ils nous disent que c'est nous qui l'avons élu, dans des élections dont Tebboune nous dit qu'elles ont été transparentes et honnêtes. Les maires du palais l'ont installé sur son trône en nous disant la même chose, que c'est nous qui l'avons élu. Le rôle de ce nouveau roi fainéant, fait rien, va consister à faire comme si c'était lui qui fait tout
et qui décide de tout. Et les maires du palais vont tout faire pour nous faire croire que c'est en effet Tebboune qui est le vrai roi, l'épée contre la corruption, etc., etc. Sauf que dans la réalité, il se passe ce qui se passe. يماك تري من داوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري اليوم الشعبي الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كود سيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش الشعب ليبري ليبري الجيري Tebboune, roi fainéant, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Azoua Ouchamrouk, militant politique. Azoua Ouchamrouk, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je tiens d'abord à présenter mes condoléances à la famille des victimes du devoir national, des militaires le pilote et le copilote qui ont succombé suite au crash de leur avion. Et je tiens aussi à rendre un vibrant hommage au peuple algérien et surtout aux détenus de cette révolution. Merci. Alors, Iskandar Debbache, militant politique. Iskandar Debbache, merci d'être avec nous. Bonsoir, Jamal Din, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, donc c'est toujours avec plaisir que je participe à vos émissions. Et le plaisir est partagé, mon cher Iskandar. D'ailleurs, ils ont fait une erreur sur votre nom. C'est pas Skandar, c'est Iskandar. C'est Iskandar, exactement. Comme on se connaît depuis pas mal. Voilà. Alors, et avec nous au téléphone depuis Alger, Karim Kabir, journaliste, Karim Kabir, mais qui n'est pas encore avec nous, qui va nous rejoindre bientôt, et Abdelhak Serrab, qui est avec nous en Skype, Abdelhak Serrab, qui est médecin, observateur politique. Abdelhak Serrab, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir à vous, bonsoir à toute l'équipe technique d'Al-Magharibia et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Le son n'est pas très bon. Je vais demander à la régie de vous appeler aussi au téléphone. Comme ça, on vous aura au téléphone et en Skype en même temps. Alors, mes chers amis, nous allons commencer par parler du mardi d'Al-Barih 49, manifestation des étudiants qui sont très bien déroulées, sauf que beaucoup de gens se sont étonnés de voir plus de non-étudiants que d'étudiants. Alors, pour deux choses en fait. D'abord parce que depuis le fameux mardi où ils avaient été réprimés de façon féroce, les Algériens ont décidé de les accompagner chaque mardi, de leur faire rempart, de les protéger parce que ce sont leurs enfants qui sont devenus leur fer de lance. Absolument. Et la deuxième explication est que hier, mardi, c'était un jour d'examen. C'était un examen de fin de semestre. C'est pour ça qu'il y a eu moins d'étudiants que d'habitude. Et je vous laisse commenter, mes chers amis, pour ce qui est du Hirak, de la marche des étudiants, de comment ça se passe, quelle est votre vision des choses, votre état d'esprit, est-ce que ça va bien, est-ce que ça continue, est-ce que ça commence à s'essouffler, quelle est votre... de façon très vraie. Bon, en ce qui concerne l'analyse vis-à-vis des manifestations des étudiants, je pense que les étudiants, ils étaient accompagnés, même bien avant la répression, ils étaient accompagnés par toutes les franges du peuple algérien, justement pour montrer d'abord leur solidarité. Et je pense que l'accompagnement des franges, des autres franges de la société algérienne pour les étudiants,
Je pense que est dû au travail qu'ont fait les étudiants avant, parce que les étudiants bénéficient d'une certaine stature peut-être sociale, que si je m'ose dire, enfin les qualifier de cette manière, parce qu'ils avaient fait un travail de sensibilisation au sein de leur famille aussi, parce qu'un étudiant bénéficiait d'une certaine confiance de sa famille, de son père, de sa mère, de son grand-père et de sa sœur et tout. Donc, en étant étudiant, donc il est il est plus crédible, il est plus. Donc je pense qu'ils ont travaillé, ils ont fait un travail là-dessus. C'est pour ça qu'ils étaient rejoints par toutes les autres franges. Et puis ça s'explique par la solidarité du peuple, pour dire que finalement il n'y a pas que le vendredi. Et pour ne pas donner un certain aspect corporatiste à la manifestation de mardi, pour dire que même le mardi, c'est une manifestation du peuple algérien, et puis on est solidaire avec toutes les franges. Et je pense que même si un autre jour serait réservé peut-être par une corporation, disons des avocats ou des architectes, je pense que même le peuple les aurait rejoints, parce que, pour dire que nous sommes certainement, puisque de toutes les façons, ce sont les mêmes slogans qui sont portés, les mêmes aspirations qui sont exprimées. Il n'y a aucune différence entre le mardi et le vendredi en termes de revendication, d'expression des aspirations. En plus, les étudiants, exactement, c'est la locomotive des sociétés. On fait un petit aperçu historique sur les révolutions. Pratiquement, c'était les étudiants qui menaient et qui donnaient de la qualité aux révolutions. Et je pense que nous, on en a besoin cruellement que les étudiants donnent au moins cette lueur d'espoir et cette énergie au peuple qu'il continue. Donc. Alors, Iskandar, juste une question avant de vous laisser vous exprimer. Oui. Comment expliquez-vous, vous, nous avons milité longtemps ensemble, Absolument. vous et moi. Donc, comment expliquez-vous cette absence des étudiants, des intellectuels que nous avions, vous et moi et beaucoup d'autres, signalés en leur temps? À un certain moment, l'université algérienne, on l'a donnée pour morte. Elle n'existait plus, elle ne s'exprimait plus, elle était totalement absente de la scène publique. On ne reconnaissait même plus cet esprit universitaire au sein de la classe universitaire. Et puis d'un coup, c'est comme s'il n'y avait que de la cendre dessus et que le véritable esprit était toujours vivant. Et d'un coup, nous découvrons... C'est-à-dire, ça bouillonnait en souterrain, vous voyez ce que je veux dire? Ça bouillonnait... Mais ça ne donnait pas l'impression, ça donnait l'impression d'être entre les mains des gens du pouvoir qui avaient installé des organisations estudiantines pour contrôler les étudiants, comme l'UNEA, d'autres choses. Mais ça donnait l'impression que c'était devenu un peu comme l'UJTA, comme les autres organisations de masse. Tout à fait, parce que moi, autant que je me souvienne, parce que ça discutait assez dur dans les réseaux sociaux. Ça se discutait très très dur dans les réseaux sociaux. Puis à ce moment-là, disons que la cocotte minute a commencé à bouillir. Vous voyez ce que je veux dire? Elle commençait pratiquement à bouillir. Et puis un jour, ça a explosé avec le peuple, etc. Et pour revenir à ce que disait notre ami, moi je me souviens une fois en 2019, pendant le Hirak de 2019, avant les élections du 12 décembre, c'était, je crois, la deuxième ou la troisième sortie des étudiants. C'est le deuxième ou troisième Hirak des étudiants. Et ils ont été particulièrement réprimés, très durement réprimés. Oui, c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à être accompagnés. Ce qui s'est passé, c'est que tout à coup, les gens ont commencé à se donner le mot, et c'est parti de Bab el Oued, et toute la population est venue est allée les protéger. Oui, je me rappelle très bien. Mais alors, ça a été extraordinaire. Il y a eu un élan de solidarité absolument extraordinaire. Absolument. Et c'est là qu'on voit toute la détermination du peuple algérien dans le Hirak. Et sans qu'il y ait de mot d'ordre. Hein. Sans qu'il y ait de mot d'ordre. C'est comme si les gens ont compris d'eux-mêmes que le moment était venu de protéger les étudiants et sortir avec eux. Et depuis, les Algériens sortent avec les étudiants chaque mardi. Absolument. Au point parfois d'être plus nombreux que les étudiants. Absolument. Le plus souvent, ils sont plus nombreux. Ouais. Bon, les étudiants ont toujours été le fer de lance de toutes les révolutions. Il y a une chanson célèbre de Mercedes Sosa en Amérique latine, Me gustan los estudiantes, qui est... J'aime... Voilà, Me gustan los estudiantes, elle les a cités discipline par discipline, et dans une chanson extraordinaire d'ailleurs,
Et c'était une grande chanteuse, Mercedes Sosa. C'était une grande révolutionnaire. Elle était ici réfugiée, comme nous réfugiés en France, à l'époque de la dictature. Nous allons essayer de retrouver cette chanson. Me gustan los estudiantes. Pouvoir l'offrir à nos téléspectateurs. Absolument, absolument. Et donc, de toute façon, les étudiants, on se rappelle pendant la glorieuse révolution algérienne, les étudiants qui sont montés au maquis et qui ont été sacrifiés l'opération Bleuite. Par l'opération de la Bleuite. C'était terrible. Parce qu'un fait s'était invité dans la révolution algérienne, c'était la confrontation Est-Ouest. Et ils ont été les premières victimes de cette confrontation Est-Ouest, justement, avec des gens qui étaient notamment... Est-Ouest à un niveau mondial. Au niveau mondial, oui, parce qu'il ne fallait pas... Parce que, vous savez, à l'époque, on pense... Les Occidentaux... Le monde dit libre contre le monde communiste. Absolument. Les Occidentaux pensaient déjà à l'indépendance de l'Algérie. Oui. Mais il fallait une Algérie... Il ne fallait pas qu'une Algérie soit alliée de l'Union soviétique et qui menacerait les côtes sud du pacte atlantique. Et puis surtout, à ce moment-là où les étudiants avaient rejoint en masse les rangs de la LN, les services français se sont dit, déjà comme ça, avec que des paysans dans la Révolution, on n'arrive pas à les réduire. Si maintenant les étudiants rejoignent leurs aînés paysans et ouvriers, et qui vont composer une armée dont les chefs seront composés d'étudiants universitaires, que ça va être. Et c'est à partir de ce moment-là que l'opération Bleuite a été lancée pour les faire liquider par leurs propres frères. Et justement, je profite justement de cet intermède pour signaler un fait, parce que je fais actuellement des recherches au niveau des archives de l'armée française, justement sur la guerre de libération. Et là, on s'aperçoit que des gens ont été infiltrés dans la Wilayat, et notamment Hassan Mahyouz. Comment on l'appelait déjà, l'hélicoptère ou Oui, le Hassan la torture. Il a été infiltré. Lui a beaucoup compté dans cette histoire, la Bleuite. Absolument. Il a joué un rôle très dur. Et qui vit actuellement en France avec le statut d'ancien harki, justement. Ah bon? Ah oui, absolument. Incroyable, ça. Absolument. C'est quelqu'un qui a été récupéré, vous savez, c'était un des tortionnaires de la rue Lauriston, qui a été récupéré par Henri Lafont, justement, à la Goutte d'Or, et qui ont été organisés par celui qu'on appelait Mohamed El Mahdi, à l'époque, qui tenait un journal, justement, soi-disant nationaliste maghrébin, qui s'appelait Al-Rachid. Justement. Eh bien, comme quoi. Alors, Abdel Haq Sarrab, sur cette marche des étudiants, sur les étudiants, sur le Hirak. Bonsoir, Jamal-Din de nouveau. Donc, merci pour l'invitation. Permettez-moi, si vous voulez bien, que je puisse avoir une pensée à mes amis Karim Tabou et Fodé Boumela, des gens que j'ai connus, que j'ai côtoyés, avec qui on a partagé des moments sympathiques et beaucoup d'échanges, beaucoup de militantisme pour la cause algérienne. Donc, j'aimerais bien avoir une pensée à Karim Tabou et à Boumela et à tous les militants et hommes politiques et femmes politiques incarcérés pour leur opinion et pour leur position. Donc pour la marche du mardi, le mardi 49, elle rentre donc dans le cadre de cette révolution du 22 février 2019 qui n'a d'égal que la révolution du 1er novembre. Moi j'insiste, c'est une révolution et non pas un Hirak, et elle n'a d'égal que la révolution du 1er novembre. Le 1er novembre a permis au peuple algérien de libérer le territoire algérien. Le 22 février est une révolution qui est en train de libérer l'homme et la femme algérienne. Nous avons besoin de citoyens et non pas de sujets. Nous ne sommes plus des sujets. Il y a l'avant 22 février, il y a l'après 22 février, la marche du mardi, le 49e mardi, elle rentre dans ce sens, la libération des Algériennes et des Algériens, afin qu'on soit des citoyens, de véritables citoyens, et qu'on mette fin, une fois pour toutes, à notre statut de réfugiés. On n'est pas des réfugiés dans notre pays, on est des citoyens à pleine, avec beaucoup de droits, bien sûr des devoirs, mais il ne faut surtout pas qu'on soit des réfugiés chez nous, ou qu'on soit des sujets. Et les études, la marche des étudiants qui se déroule chaque semaine en parallèle du vendredi. Hein. Les étudiants marchent en même temps avec les gens du vendredi et ils ont fait en sorte d'avoir leur journée, celle des étudiants, chaque mardi. Et ça se passe chaque mardi. Même hier, par exemple, qui était un jour d'examen, il y a eu quand même beaucoup d'étudiants. Mais fait notable, c'est que depuis la fameuse journée de la répression,
ce n'est plus une marche des étudiants tout seuls, ils sont accompagnés, bordés, si je peux dire, par le reste de la société. Leurs parents, leurs frères, leurs mères, leurs sœurs, etc. Bien sûr, si jamais les étudiants représentent l'élite de cette nation, si j'ai le bon chiffre en tête, nous avons à peu près 1,5 million d'étudiants en Algérie. C'est une masse quand même très importante. C'est l'élite de ce pays. Les étudiants sont vraiment l'avenir de ce pays et il n'y a pas d'avenir pour cette révolution algérienne sans la jeunesse, et qui dit jeunesse dit particulièrement les étudiants. Donc, j'en ai déjà pris part aussi bien à Alger qu'à Constantine aux marches des étudiants, et croyez-moi, il n'y a aucune différence entre la marche du vendredi et du mardi. Il y a autant de jeunes et de moins jeunes, les mêmes slogans, la même envie, la même énergie. Les étudiants nous représentent et nous honorent, et nous en sommes fiers. Et il va falloir qu'on continue sur cette portée, et je pense sincèrement qu'on n'est pas loin de la victoire. Mais dites-moi, on n'est pas loin de la victoire, d'accord. Mais le Hirak a déjà remporté beaucoup de victoires. On ne peut pas toutes les énumérer, mais l'annulation du 5e mandat, l'abandon de la prolongation du 4e mandat, l'annulation des élections d'avril, il y a eu tellement de victoires. Puis les premiers ministres mis en prison, certains ministres, certains relais du régime, et tout ça c'est grâce au Hirak, hein, ce n'est pas grâce au Menjel ou à je ne sais quoi. Mais avec toutes ces victoires du Hirak, l'essentiel se laisse attendre. Ça fait 11 mois maintenant que le Hirak s'est ébranlé, et nous attendons toujours une réponse de ce régime à des questions qui sont simples. Négociation avec les principaux détenteurs du pouvoir, c'est-à-dire avec l'armée et avec personne d'autre. Libération des prisonniers politiques, c'est comme ça qu'ils doivent s'appeler, prisonniers politiques. Mise en place d'une période transitoire où l'ancien va s'en aller doucement et où le nouveau va arriver progressivement. Assembler un processus constituant, aller vers des élections réelles de toutes les institutions, législatives, locales, etc. Donc les principales revendications du Hirak sont toujours en stand-by. Alors, à votre avis, est-ce que le Hirak est sur le bon chemin, qu'il faut qu'il continue comme ça pour finir par aboutir à ses revendications, ou est-ce qu'il va falloir qu'il monte en cadence, qu'il change son style, qu'il change de méthode pour pouvoir obtenir ce qu'il est en train de demander? La révolution du 22 février, moi je l'appelle sincèrement la révolution du 22 février, et le prolongement du mouvement national né dans les années 20 du siècle passé. Elle a pour objectif de libérer l'individu algérien. 11 mois, sincèrement, c'est pas beaucoup. Je pense que la nature du régime algérien, le régime algérien ne croit pas à la politique. Le régime algérien considère la politique comme un danger géostratégique. Le régime algérien pense que le peuple a besoin d'une tutelle. Le régime algérien ne parle de politique que pour tuer la politique. Donc, nous avons gagné en maturité politique, nous avons gagné en prise de conscience. Aujourd'hui, il y a des millions d'Algériens qui parlent de politique à la maison, au boulot, à la mosquée, dans la rue, un peu partout, au café. C'est une prise de conscience qui nous rappelle le mouvement national. Moi, je vois, à chaque fois que je marche aussi bien à Paris, à Alger ou à Constantine, je vois des gens qui me rappellent Farhat Abbas, qui me rappellent Ben Badis, qui me rappellent Massali El-Haj, et ça me fait plaisir. Il y a une prise de conscience, il y a un retour au mouvement national, et on va libérer l'individu algérien comme nos parents et grands-parents ont libéré ce territoire algérien. Restez avec nous, Abdelhak Serrab. Alors, Azwaou Chemrouk, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience qu'on n'avait pas avant. Il y a une vraie prise de conscience, un éveil politique. Mais sinon, le Hirak, est-ce que vous êtes satisfait de sa progression? Est-ce qu'il faut qu'il continue juste comme ça? Ou est-ce qu'il faut qu'il aille vers d'autres méthodes, d'autres façons de s'organiser? Maintenant, oui. Si on parle, par exemple, si on commence
des acquisitions du Hirak, je pense qu'une des premières acquisitions, c'est l'éveil, comme vous le dites. Une deuxième, c'est que le pouvoir aujourd'hui doit prendre en compte, dans tous ses calculs, dans toutes ses équations, doit prendre en compte le peuple aujourd'hui. Avant, chose qu'il ne faisait pas avant. Mais le Hirak, c'est le peuple. Absolument. Donc aujourd'hui, le pouvoir, donc, quand il aborde des équations, il doit prendre un des paramètres de ces équations, il doit prendre le peuple, il se dit que voilà, il y a un peuple. Mais il est toujours dans cette logique dont je parlais tout à l'heure, du maître du palais, du maire du palais et du roi fainéant. Absolument. Du roi qui ne fait rien sauf donner la façade. C'est ça. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça ce qui nous ramène à votre deuxième question, c'est est-ce qu'on va continuer dans cette cadence ou peut-être chercher d'autres alternatives, justement, d'autres alternatives à ce. Moi, de ma position, je n'ai pas les ingrédients ou je n'ai pas une recette miracle pour réussir le mouvement, mais elle est là, le mouvement. Elle est là, la révolution. Donc, si on parle de la structuration, chose qui est peut-être hostile à certaines opinions, mais quand on parle de la structuration, ce n'est pas dans l'optique ou de la perspective de représenter ce peuple, mais au contraire, c'est de donner une certaine, pour permettre une certaine pérennité à cette révolution. Parce que la seule chose... En clair, vous êtes en train de dire que le Hirak doit s'organiser. La révolution doit avoir une structure organique, des instances, des chefs, pas des chefs, c'est-à-dire que... Des représentants du monde. Justement, pas dans cette optique. C'est-à-dire, s'il y a une structuration de ce mouvement, c'est la structuration peut-être la plus ordinaire. C'est des comités de village, des comités de douar, des syndicats, des organisations, des partis politiques. Et de là, ça pourrait donner... Ce qui diffère entre l'organisation, c'est-à-dire c'est la perspective. Est-ce que c'est-à-dire ils s'organisent pour représenter ce mouvement ou s'organisent pour permettre une certaine pérennité à cette révolution? Parce que ce qui fait peur à ce système, c'est l'organisation de cette révolution. Parce que lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que cette révolution reste terre à terre, c'est-à-dire avec des revendications peut-être sociales, des revendications peut-être économiques. Mais qui sont vagues, qui ne se cristallisent pas de façon politique. Qu'est-ce qui va permettre la cristallisation politique, c'est-à-dire des revendications politiques? C'est l'organisation. Quand je dis organisation, c'est voilà, pour donner une Pourquoi avoir peur des mots? Pourquoi vous ne dites pas, par exemple, il faut que ce mouvement se structure de façon claire, qu'il ait de représentants. Pourquoi tout le monde a peur de dire ces mots? Maintenant, parce que en fait, le dilemme ici, est-ce que c'est de réussir d'abord la révolution et de ne pas la mettre en péril? Parce que le fait déjà de dénoncer peut-être quelques personnes qui ont une certaine légitimité aujourd'hui, peut-être carcérale, peut-être... voilà. Et déjà, donc, vous êtes déjà voué à l'échec parce que, voilà... Donc, ça pourrait réveiller des égos, Parce que nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de préserver cette union nationale et unité nationale. Donc, au nom de cette révolution, c'est à ce système de trouver des solutions à sa sortie. Ce n'est pas moi. C'est-à-dire que si cette révolution nous a permis de se réunir, de se connaître, d'établir des liens sociaux, des liens nationaux, on se retrouve. C'est-à-dire il y a une certaine communauté nationale qui est ressurgie. Donc, je ne vais pas, moi, en tant que parti du peuple algérien, sacrifier cette unité pour trouver une solution à ce système. Donc, parce que lui, il veut nous imposer, pour y aller au dialogue, des représentants. Et il sait que, en nous appelant au dialogue, c'est-à-dire dégager des représentants, il sait que c'est un cheval de Troie qu'il lance au sein du peuple. Donc nous, en tant que peuple, il faut qu'on soit vigilant à ça. Et puis, voilà, aujourd'hui, quand il parle, il qualifie cette période de crise. Et la crise, c'est la crise du système. Nous, c'est pas la crise. Nous, c'est la révolution. Absolument. Eux, c'est la crise. Absolument. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment voir. Je crois que le pouvoir actuellement est dans une situation où il est condamné à gouverner. Je crois qu'ils sont en situation de crise. Condamné à gouverner. Il est condamné à gouverner, à ne pas perdre la polarité du pouvoir.
Vous voulez dire, il est condamné à garder le pouvoir. Garder le pouvoir. D'accord. Absolument. Par tous les Il n'a pas le choix. Il Et n'a s'il pas le choix. perd, s'il le perd, qu'est-ce qui est... Ce sera la perte pour eux. Ils traînent de grosses casseroles. Ça veut dire tous les secrets vont remonter à la surface? Tout va remonter à la surface. Ils traînent des casseroles, mais alors sur la prédation économique, sur les crimes contre l'humanité, etc. Ils n'ont pas intérêt à perdre le pouvoir. Ils sont mais en plus de ça, c'est-à-dire que ce qui se passe, ils sont dans une situation un peu de fuite en avant. Au lieu de réfléchir, c'est-à-dire ils auraient pu profiter de la situation et proposer une sortie de crise honorable, c'est-à-dire aussi bien pour eux que pour la revendication. Donc ils auraient pu, c'est-à-dire proposer... Des négociations. Des négociations. Pas un dialogue. Vous l'avez dit vous-même, sortir par la grande porte. Oui. Essayer de sortir par la grande porte. Bon, peut-être pas on efface tout et... Pléonasme très intéressant, sortir par la grande poste, vous avez dit. Oui, exactement. Donc, là, est-ce que certains appellent déjà maintenant l'esplanade de la République, de la liberté? De la liberté, ouais. Absolument. Et donc, mais ils ont raté l'occasion. Ils ont raté l'occasion. N'importe qui dans le monde aurait sauté sur l'occasion pour proposer un dialogue. Mais eux, non. Eux, non, ils sont restés dans cette situation où il faut garder le pouvoir, absolument garder envers et parce contre qu'ils n'ont tout. pas le choix ou parce qu'ils sont aveuglés? Parce qu'ils pensent ne pas avoir le choix. Parce que déjà, mais est-ce qu'ils ont réellement le choix? C'est-à-dire qu'en fait, déjà, entre eux, il n'y a pas de cohésion parce qu'ils ne se font pas confiance entre eux. Déjà, entre eux, ils ne se font pas confiance. Si, par exemple, Gaïd Salah avait, par exemple, proposé un dialogue à la population, s'il avait été intelligent, les autres auraient pensé peut-être qu'ils voudraient faire cavalier seul, les abandonner et peut-être même les sacrifier, comme il a sacrifié ceux qu'il a mis en prison. Ceux qu'il a mis en prison et s'en tirer à bon compte. Voilà ce que vont penser les autres. Mais non. Donc, ils ne se font pas confiance entre eux. Il y a une situation de défiance qui a toujours existé entre eux. Ça ne date pas d'hier, ça date depuis le Conseil de la Révolution. Et il y a toujours eu des situations... C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Au sein des militaires qui tiennent le pouvoir. Absolument, absolument. Au sein des militaires qui tiennent le pouvoir. Et là... Bon, il y a eu des maires du palais. Il y a eu on a connu des dictatures militaires dans le monde. Il y a eu la dictature militaire en Argentine qui un jour a accepté de céder le pouvoir aux civils. Il y a eu l'administration Pinochet qui un jour a décidé de céder le pouvoir aux civils. Mais en échange de quelque chose. En échange d'une sorte d'immunité. En fait, c'est le cas de Pinochet, par exemple, en Argentine. Non, en Argentine, il n'y a pas eu d'immunité. Mais il y a eu une relative immunité. Sous Carlos Menem, peut-être Carlos Menem avait passé un accord avec eux, avec la loi du point final, ce qu'il avait appelé la loi du point final. D'abord, il y a eu la loi de l'obéissance due, oui, qui avait absous les tortionnaires, etc. Voilà. Et ensuite, il y a eu la loi du point final qui entendait enterrer complètement l'affaire des généraux. Voilà. Mais ensuite, il y a eu la gouvernance de Kirchner, oui, du couple Kirchner. Et à ce moment-là, non, Kirchner a fait appel à la Cour suprême. La Cour suprême a décrété que non, que c'était illégal absolument, que la loi dit que sur la soi-disant obéissance due ou sur le point final était totalement illégal et que les crimes contre l'humanité étaient imprescriptibles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il s'est passé que le général Videla est mort en prison. Oui. L'amiral Massera est toujours en prison actuellement, il purge encore sa peine à perpétuité, et l'un des principaux tortionnaires de l'école militaire supérieure navale, le MSN, où se pratiquait la torture une torture de masse, comment il s'appelait, Alfredo Astiz. Oui. Alfredo Astiz, il est encore en prison. Est-ce que chez nous, il pourrait y avoir un jour la possibilité d'un chef d'État élu démocratiquement, qui ferait appel à une Cour suprême installée démocratiquement, qui invaliderait la charte pour la réconciliation nationale, qui Absolument. A auto-amnistié tous les tortionnaires, tous les criminels de guerre, tous les criminels contre l'humanité? Absolument, puisqu'il a tous les instruments légaux
à sa disposition dans les lois internationales. Oui. Vous savez que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. imprescriptibles. Mais chez nous, ils vous disent oui, mais c'est le peuple lui-même qui a pardonné par voie référendaire. C'est le voie peuple référendaire truquée, Oui, truquée oui, comme on en a l'habitude en Algérie. C'est-à-dire là, ils peuvent faire passer. Ils ont fait passer ce qu'ils voulaient, mais au cas où il y aurait, avec un pouvoir civil, ça ne passerait pas. Alors, Abdelhak Serrab, avant de passer au sujet suivant, sur le Hirak, vous pensez que nous sommes sur la bonne voie, qu'il n'y a pas lieu de monter en cadence, de changer de méthode? Est-ce que vous pensez que nous sommes sur la bonne voie, que nous devrions rester comme nous sommes? Je pense sincèrement que nous sommes sur la bonne voie. Ceci est dit, il y a toujours la nature du régime algérien qui fait qu'on doit s'adapter à sa nature. Le régime algérien ne croit pas au peuple, le régime algérien ne croit pas à la politique. Donc l'objectif, le problème, c'est que le régime algérien vit comme si on était toujours dans l'avant 22 février 2019. Il se comporte toujours comme s'il a affaire à un peuple apolitique, parce qu'il a mené depuis 62 une véritable politique volontariste de dépolitisation massive du peuple algérien. Il croit toujours avoir affaire à un peuple apolitique qu'il a infantilisé, qu'il a mis sous protectorat. Or, depuis le 22 février, il y a une prise de conscience. Le peuple est politisé, le peuple parle politique à toutes les occasions et un peu partout en Algérie. Donc, il y a une prise de conscience que le pouvoir continue à ignorer. Et l'objectif aujourd'hui, c'est que le Hirak ou la révolution, moi je préfère le mot révolution, la révolution crée un véritable rapport de force et continue, elle l'a déjà créé, il est là le rapport de force. Il va falloir le soutenir, il va falloir, effectivement, pourquoi pas ne pas sortir le mardi, le vendredi et le jeudi ou le samedi. Même en Algérie, on sort en France le samedi et les dimanches, ça dépend des régions, mais on peut en Algérie sortir le vendredi, le samedi et le mardi. Pourquoi pas? L'essentiel est d'aller vers un rapport de force qui fait que le régime revienne en arrière et comprend et prenne conscience que nous sommes après le 22 février et non pas avant. Donc, il a affaire à un peuple politisé et non pas un peuple qu'il a infantilisé pendant 57 ans. Ça, c'est un temps révolu que le régime refuse d'admettre. Et il va falloir lui expliquer tout ça en sortant et en continuant à sortir et en continuant à presser. Ceci dit, si vous avez 2 secondes, un changement ne peut être pacifique que s'il tient compte au moins d'une partie des intérêts et des privilèges de l'ancien système. Nous devons, de ce côté-là, être pragmatiques et politiques. Parce qu'il y a la révolution populaire dans la rue, mais il y a aussi les élites. Les élites doivent traduire cette révolution magnifique qui n'a d'égal que la révolution du 1er novembre. Si vous voulez, le 20 août 56, les élites algériennes ont traduit la révolution du 1er novembre en un congrès qui s'appelle le congrès de la Soumane. Aujourd'hui, les élites algériennes sont appelées à traduire cette révolution du 22 février en un sommet politique où l'on mettrait en place une plateforme de revendication politique qui tient compte de la nature du régime, qui tient compte du fait qu'un changement ne peut être pacifique que s'il tient ou s'il préserve au moins une partie des intérêts de l'ancien système. Mais justement, Abdelhak Serrab, vous faites bien de nous y amener. Une révolution ne peut déboucher que sur 2 possibilités. Soit un changement par la violence, soit, à la limite, un changement par la négociation. Sinon, ce régime ne s'en ira pas. À partir du moment où il se sentirait menacé, est-ce qu'il existerait une possibilité d'examiner la situation avec ce régime, de voir des possibilités éventuelles de pouvoir peut-être l'amnistier, revoir un peu les choses, négocier avec lui une sortie de crise? Est-ce que cela est du domaine du possible ou est-ce que c'est no passaran, il faut qu'il soit jugé, il faut qu'il rende compte? Nous sommes à la fois africains et musulmans et nous avons 2 exemples historiques devant nous. Le premier, c'est Fathu Mecca, la conquête de la Mecque avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au 7e siècle, avec 10 000 hommes armés, sont rentrés à la Mecque, ils ont laissé leurs armes dehors et ils sont rentrés. Abu Sufyan, le leader de l'opposition, le leader de l'ancien régime, s'approche
et les compagnons du prophète lui disent, qu'est-ce que vous allez faire avec Abu Sufyan? Il dit, Abu Sufyan est mon frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est musulman et l'islam c'est quand même une pratique de tous les jours. Il n'y a pas que la prière, le pèlerinage, il y a aussi la vie de tous les jours. Si le prophète a pardonné à Abu Sufyan, c'est qu'il nous a donné un exemple de transition pacifique. Et c'est Abu Sufyan, ses descendants, ses fils et ses petits-fils représentent les Omeyyades. C'est eux qui sont arrivés jusqu'en Algérie et c'est eux qui sont arrivés jusqu'en Andalousie. Et c'est grâce à cette sortie de crise pacifique qu'on a pu passer de l'ancien système représenté par Abu Sufyan à l'actuel, ou au système du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le système qui est venu après la conquête. Le deuxième exemple, il est près de chez nous, en Afrique du Sud, nous sommes africains. Mandela, quand il a accédé au pouvoir en 1994, qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé son ennemi juré, Frédéric de Klerk, il l'a nommé vice-président. Et une année après, quand il a bénéficié du prix Nobel de la paix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a partagé son prix Nobel de la paix avec son ennemi juré, une fois de plus, Frédéric de Klerk. Nous sommes appelés, qu'on le veuille ou pas, à négocier avec le régime actuel, à aller vers une sortie de crise pacifique, en préservant au moins une partie de leurs intérêts. On n'a pas le choix. Soit on fait ça, soit on forme et on crée une armée au moins égale ou supérieure à l'armée, à la PN actuelle, et on rentre dans un projet de destruction massive, ou d'auto-destruction, ou de suicide collectif. Et restez avec nous, Abdelhak Sarrab, je reviens à vous dans un moment. Karim Kabir est avec nous, Karim Kabir, journaliste. Karim, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamal, bonsoir à vos invités, à tous les auditeurs. Bonsoir. Alors Karim, comme vous nous avez demandé de ne pas vous garder longtemps, comme à chaque fois, je vais vous poser donc une série de questions. Alors d'abord, la première, c'est le mardi des étudiants. Vous savez que c'était une journée d'examen hier, de fin de semestre. Malgré tout, il y avait des étudiants, mais il y avait surtout les gens qui accompagnent généralement les étudiants. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce mardi 49 ? Bon, comme tous les mardis, les étudiants sont toujours déterminés à poursuivre la marche parce que, quoi qu'on en dise, ils représentent le métronome du mouvement parce qu'il est constitué essentiellement de la jeunesse. Donc cela dénote tout de même une grande maturité et une détermination à poursuivre le mouvement jusqu'à satisfaction de revendications. Donc, comme tous les mardis, bon, comme vous l'avez bien noté, puisqu'ils sont en période d'examen, donc certainement il y a des wilayas où on n'a pas pu, comme à Naba par exemple, où les étudiants n'ont pas pu être assez nombreux, mais tout de même ils font montre d'une constance et d'une détermination à continuer le mouvement. Donc on a vu comment ils ont pu aussi formaliser un peu les revendications. On les a vus à travers les banderoles qu'ils ont déployées. C'est des gens qui débattent aussi, qui essaient de s'organiser au niveau des universités. Je pense que c'est une très, très bonne chose pour le mouvement. Alors, Karim Kabir, votre regard de journaliste sur le Hirak, vous qui êtes à Alger, qui assistez à tous les mardis, à tous les vendredis et à tout ce qu'il y a entre les deux. Alors, à votre avis, est-ce que le Hirak est en train de s'essouffler, comme disent certains? Il y a même un de nos confrères, dont je ne dirai pas le nom, Karim Kabir, qui a dit que le Hirak est fini, il était fini. Est-ce que le Hirak connaît une période de ralentissement, j'allais dire, de démission, hein? Ou est-ce qu'il continue comme il était, ou est-ce qu'il est en train d'évoluer à sa façon? À votre avis, Karim Kabir? Honnêtement, Jamal, comme personne ne l'a vu venir, parce qu'il faut dire quand même le constat là-dessus, je pense qu'il est unanime. Personne ne l'a vu venir. Bon, on avait, à l'époque, on avait quand même spéculé sur soi-disant le cumul de problèmes, les émeutes qui a eu lieu, quand même, ça se comptait par milliers d'émeutes par an.
on a vu les supporters au niveau du stade, on a vu, donc il y avait des indices comme ça qui sont un peu diffus, mais personne n'a vu venir comme un soulèvement d'une telle ampleur. Et donc, personnellement, je suis de ceux qui pensent aussi que personne aujourd'hui ne fonde à dire quand ce Hirak va s'arrêter. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il s'essouffle, parce que bon, c'est normal, il y a des creux de vague de temps en temps. On a vu pendant, par exemple, certains week-ends pendant l'été, où c'est normal, il y a des gens qui partent en vacances, il y a ceux qui ont d'autres préoccupations, mais à chaque fois, chaque vendredi d'après, on remarque quand même un regain de mobilisation. Bon, après, c'est normal, écoutez, on sort tout de même, nous ne sommes pas le peuple suédois, on sort quand même d'une période d'hibernation de plusieurs décennies, on a complètement banni l'exercice politique, on a complètement déstructuré le tissu social, la classe politique, on a tout détruit. Donc, forcément, il faut comprendre la faiblesse de ce mouvement. Déjà, dès le début, il y a beaucoup, en tout cas, de sociologues qui l'ont noté. Autant ce mouvement horizontal, il faisait sa force, autant il porte en lui ses propres faiblesses. Mais on ne peut pas avoir tout de même un mouvement, c'est-à-dire tel qu'on peut le concevoir comme ça, très structuré et tout ça. Moi, personnellement, je ne crois pas de d'essoufflement, mais c'est normal aussi. Il y a certains qui ne voient pas venir le bout du tunnel. Mais Karim Kadir, justement, beaucoup de gens sont en train de dire ouvertement que peut-être le moment est venu de se structurer, qu'on ne peut pas, on ne peut pas avoir une feuille de route juste consensuelle comme ça qui dans l'air, de grands principes comme ça qui sont portés par tout le monde. Encore faudrait-il aller préciser des objectifs clairs, comme dans le processus constituant, comme dans la hiérarchisation des priorités, qui est un des points nodaux, si je peux dire, du processus. Alors, à votre avis, est-ce que le moment est venu de se structurer pour le Hirak, pour la révolution? Je pense, Jamal, le problème, c'est pas... D'abord, le mouvement, il est assez populaire, il regroupe toutes les sensibilités, toutes les catégories sociales, toutes les franges de la société. On ne peut pas le mettre dans une structure comme ça, avec sa hiérarchie, une organisation, tout ça. Moi, personnellement, je ne pense pas à ça. Mais à la limite, oui, il peut s'organiser, c'est-à-dire dans des catégories professionnelles, dans les universités, par exemple dans le monde du travail, dans les quartiers, s'organiser pour un peu essayer de formaliser une feuille de route consensuelle qui sera partagée par la majorité, ça c'est possible. Mais est-ce qu'en face, vous avez un pouvoir qui est disposé à laisser faire ça? Parce qu'il faut noter que dès le début du mouvement, la première des choses dont le pouvoir a tout fait de faire, c'est de diaboliser les partis politiques. Nous avons tous peut-être des reproches à faire aux partis politiques, à l'élite, à la société civile. C'est tout à fait normal, mais on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain parce que il y a énormément de militants qui sont sincères. Peut-être leurs dirigeants des partis ont fait des erreurs politiques, mais ce n'est pas tous les militants qu'on doit jeter dans la note. Il y a des gens qui ont milité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous avons les moyens de nous organiser? Vous avez vu comment Maître Bouchachi, par exemple, a été interdit de faire des conférences dans les universités. On ne laisse pas les étudiants s'organiser. On empêche les gens de marcher librement. Les télévisions sont complètement hermétiquement fermées au débat libre et contradictoire pour voir émerger des têtes ou des gens qui peuvent penser, qui peuvent donner de bonnes idées. On a tout verrouillé. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas justement ce Hirak s'organiser. Donc, quelle est la solution à faire? Je pense que tout le monde est unanime qu'il faut maintenir absolument le caractère pacifique. Et c'est ce qui fait sa force. Mais je crois que la meilleure manière, il reste encore la seule chance pour le Hirak, c'est de se maintenir, c'est de maintenir la mobilisation.
C'est la seule chose qui lui reste. Mais il ne viendra pas un moment où il faudra revenir à la contrainte, à cette contrainte qu'il faut s'auto-organiser, qu'il faut désigner ses représentants? Un moment ou un autre. À un moment ou un autre. Oui, absolument. Et ça viendra tout de même avec aussi, s'il maintient cette pression, forcément de pouvoir amener à faire du net, ce qui lui permettra justement de mieux s'organiser. Mais dans l'état actuel des choses, je crois que tout le monde constate qu'il y a un certain verrouillage et qui ne permet pas aux gens de s'organiser. On a vu, même il y a des tentatives d'étouffement, même les vendredis, quand les services de sécurité ne cèdent que parce qu'il y a le nombre. Mais dès que le nombre est réduit, on a vu qu'il y a des arrestations, qu'on tabasse les gens. C'est le cas des étudiants. Au-delà de 14 ans, s'il y a un petit groupe qui reste en marge, on les arrête. C'est pour vous dire qu'aux yeux du pouvoir, ils ne sont pas encore dans cette idée de céder et de changer. Ils ont une feuille de route, ils ont l'intention de la mener jusqu'au bout à leur façon. Alors, deux questions, Karim Kebir. Je vous demanderai de me répondre de façon assez succincte. D'abord, l'ONG Human Rights Watch dénonce la répression. Je cite, l'organisation non gouvernementale Human Rights a dénoncé ce mardi 28 janvier la répression dont sont victimes les Algériens depuis l'élection présidentielle du 12 décembre dernier. Et autre point du genre sur les répressions, les vexations, etc. Oui, ce qui dénote qu'il n'y a pas une nouvelle conception, même avec l'élection contestée de M. Tebboune, mais on ne voit pas justement un changement d'attitude. C'est qu'autant, soi-disant, il appelle au dialogue, il essaie de faire des concertations, mais sur le terrain, la réalité des faits, on n'a pas encore vu un geste assez fort qui dénote une volonté d'aller justement pour négocier ou dialoguer avec le Hirak. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours cette feuille de route qui est maintenue, celle de tenter d'étouffer le mouvement à travers des arrestations, à travers la manipulation, ainsi de suite. Alors, dernière question, Karim Kebir. Alors, est-ce que vous, Karim Kebir, journaliste éprouvé, qui êtes depuis si longtemps dans la presse, est-ce que vous avez jamais entendu parler de quelqu'un qui est nommé par décret, mais nommé par intérim? Par exemple, nommé wali par intérim, nommé ministre par intérim, nommé chef d'état-major par intérim. Est-ce que vous avez entendu parler de ça un jour? Décret présidentiel qui nomme quelqu'un par intérim. Personnellement, je ne l'ai jamais entendu, mais de même, en Algérie, il ne fait rien. On ne s'encombre pas de ce genre de considération quand il s'agit pour le pouvoir de faire passer ses options et de maintenir le cap. Donc il ne s'encombre jamais de ces précautions, ni du respect de la loi, ni... La loi, elle est uniquement appliquée sur les plus faibles. Mais pour le pouvoir, quand il s'agit de contourner la loi, il ne s'encombre pas du tout de ce genre de considération. Merci Karim Kebir, au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Alors, mes chers amis, nous en arrivons d'abord à cette histoire d'Algérie, d'ONG Human Rights Watch, qui dénonce la répression. Ça continue de plus belle, alors que M. Tebboune avait promis qu'il allait aussitôt élu, qu'il allait essayer de décompresser un peu la situation. Et on voit que non seulement ceux qui sont en prison sont maintenus en prison, mais qu'on a d'autres qui arrivent. Absolument. Le système faisait que de la propagande. Donc, et la propagande, c'est une des caractéristiques d'un système totalitaire, d'un système dictatorial. Donc, oui, il promettait au peuple que, c'est-à-dire après l'élection du 12-12, donc il allait ouvrir le champ politique, le champ médiatique, libérer les prisonniers peut-être, faire en sorte que la justice soit plus indépendante. C'est que la propagande, donc, c'est-à-dire pour essayer d'endoctriner certaines franges de la société, y aller donc voter. On reste dans le brouillard, c'est toujours l'embrouillamini. Oui, c'est-à-dire c'est pour essayer de diviser un petit peu c'est-à-dire le peuple, d'essayer de ramener ce qu'il pouvait ramener à ses côtés, d'y aller voter et de se tenir dans cette démarche.
Et une fois qu'il a cette frange à ses côtés, donc certaines franges de la société à ses côtés, donc il va s'en charger de réprimer l'autre partie qui reste. Et c'est lui qui réprime? Vous pensez que c'est lui? Bah non, quand je parle, c'est pas Tebboune, je parle du système en général. Oui, mais là, dans le système, Tebboune, la place, vous pensez que lui a un mot à dire sur sanctionner plus ou sanctionner moins, libérer ou ne pas libérer? Bah, si vous remarquez, c'est-à-dire, je vais essayer d'attirer votre attention sur la première conférence qu'il a faite juste après son élection. C'est-à-dire, il a parlé, il a dit que pour les détenus politiques, on verra avec, en arabe, nshoufoum akhouanna. Mais avec qui? Juan, ça veut dire les Avec militaires. qui, Juan? Bah, c'est ça, donc avec qui? Bon, peut-être les militaires, peut-être. Donc, ça. Peut-être qui, si ce n'est pas les militaires, je connais. Bah, je ne sais pas. Donc, il a dit nshoufoum al-Khouan, et puis Khouanna, et puis c'est tout. Donc, il a dit ça. Mais moi, je vous rappelle une chose. Du temps de Gaït Saleh, c'était clair. Celui que Gaït Saleh voulait qu'il rentre en prison, il rentrait la même journée. Celui dont il voulait qu'il ne sorte pas, il ne sort pas. D'ailleurs, nous avons même un cas très précis de M. Tabou, Absolument. qui passait devant un juge, qui l'a libéré. Quand Gaït Saleh a appris ça, il a pris ce téléphone, il a dit remettez-le en prison. Et il a été remis en prison. Bah, bien sûr. Bon, maintenant avec Tebboune et les autres militaires, dont le chef, et nous allons en parler tout à l'heure, n'est qu'un chef d'état-major par intérim. Nous allons parler en longueur sur ça. Est-ce que Tebboune a repris un peu de ce pouvoir? Est-ce que les généraux ont gardé? Visiblement non. Donc le cas de Gaït Salah, si on revient sur Gaït Salah, il avait même des rancunes personnelles, je pense, personnelles vis-à-vis de certains leaders politiques, certains visages de l'opposition. Il mettait qui il voulait en prison, de toute façon. Parce qu'il y avait certaines rancunes personnelles, oui, bien y compris sûr. le général Ben Hadid. Oui, bien sûr. Et puis avec l'avènement de Tebboune, donc la façade politique de ce système, peut-être il n'y a plus de rancune personnelle, mais le système cherche toujours à se maintenir. Parce qu'au fait, le système, c'est quoi? C'est que avec les situations et les événements majeurs qu'a vécu l'Algérie, le système a alourdi son bilan, y compris les années 90, la décennie noire, il a alourdi son bilan. Donc, en ayant peur de ce bilan, parce qu'au fait, s'il lâche le pouvoir, donc ça va être difficile pour. Enfin, il a peur des conséquences, des conséquences judiciaires, des conséquences financières et tout. C'est pas aussi simple. Absolument. Ce que je dirais, excusez-moi. Excusez-moi. Oui, mais c'est bien de discuter comme ça. Tebboune n'a aucune marge de manœuvre. C'est le phonographe des généraux. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Déjà, son fils est empêtré. Phonographe des généraux. C'est le phonographe des généraux. Vous me rappelez la voix de son maître, la fameuse image. Exactement. La voix de son maître. Absolument, c'est la voix de son maître. Déjà que son fils est empêtré dans une affaire de trafic de drogue qui porte sur 700 kilos de drogue pour lesquels. D'ailleurs, on n'en parle plus de cette affaire. On n'en parle plus. Ouais. Pour lesquels il risque la peine de mort. Ouais. En Algérie, des généraux peuvent très bien décider, voilà, on va le juger, et puis il y a la peine de mort. Il peut rien dire, Tebboune. Mais dans cette affaire, il n'y a pas que le fils de Tebboune, il y a d'autres généraux. Tout le monde sait que le trafic de cocaïne et de drogue, bien avant l'affaire Zinjabil, a toujours été le monopole des services dits de sécurité, en fait des généraux. Pas à cette envergure. Tout le monde le sait. Vous savez, quand ils ont dit que c'était les Espagnols, les autorités espagnoles, oui, mais ça c'est les avertis, etc. Ouais. Ça c'est vraiment prendre les gens pour des anencéphales. Bien sûr, évidemment. Parce que moi je doute fort que les Espagnols aient laissé passer une marchandise aussi nocive et de cette importance dans un pays, en sachant qu'elle peut retomber sur l'Europe, parce que bien sûr. Elle ne va pas être écoulée. Oui, mais c'est des histoires, ça qu'ils nous racontent, eux. Moi, je me demande si cette la vérité est ailleurs. Est-ce que cette histoire n'a pas été concoctée justement pour faire pression sur certains tenants du pouvoir, sur certaines personnes parties prenantes? Oui, c'est certainement ça. C'est règlement de compte. Absolument. Ils ont jeté en pâture certaines des leurs. C'est une manière de créer ce n'est pas une manière de créer un moyen de pression sur certaines personnes. Ou une recomposition à l'intérieur de l'armée ou quelque chose comme ça. Entre autres, Tebboune, puisque son fils est empêtré dans cette affaire. Ouais. Demain, on décide de juger cette affaire. Il y aura le bouc émissaire Kamel Bouchi qui va y passer et le fils Tebboune qui y passera. Ça veut dire qu'ils le tiennent, ça veut dire qu'il ne peut vraiment pas bouger. Hein. Ils le tiennent par 1001 bouts. Absolument. Y compris son fils. Absolument. Ce que je dirais, c'est que, vous savez, le pouvoir en ce moment, il est dans une situation
de sable mouvant, où plus il gesticule, plus il s'enfonce. Plus il s'enfonce. Pourquoi? Parce que déjà, avec la répression dont vous avez parlé, et vous avez bien fait d'en parler, avec toute cette répression contre les militants du Hirak, contre les journalistes, et je pense à notre ami de Constantine Abdelkrim Zghilech, Oui. qui fait l'objet Qui est d'un littéralement véritable harcelé. harcèlement Absolument, judiciaire absolument. contre Il lui. fait qu'entrer, sortir, Absolument. convoquer mille et une fois. Convoqué mille et une fois, etc. Saïd Et- Boudor Saïd et d'autres, Boudor, hein, notre et- ami Khadr Chouicha et etc. d'autres. Ils sont de moins en moins crédibles. On a vu comment Tebboune se présentait à la conférence à Berlin, où il était complètement mis à l'écart. Franchement, Il a été c'était complètement- pathétique. C'était pathétique. C'était pathétique. Et là, ils sont de moins en moins crédibles. Ces gens-là sont de moins en moins crédibles. Et vous savez, on parle souvent, la question qu'on pose, on dit est-ce que le Hirak va s'essouffler ou non? Oui. C'est pas le Hirak qui va s'essouffler. Moi, je crois que c'est le pouvoir qui est en train de s'essouffler. Mais lui, il change de visage à chaque fois. Ça ne Il dérange n'est pas si- de changer de Il visage. n'est pas si intelligent que ça. Parce que s'il avait un tant soit peu d'intelligence, un tant soit peu de clairvoyance dans les choses, il aurait déjà entamé des négociations avec qui? Eh ben, nous allons y arriver. Un mot. Oui, justement, parce que pour finir ce que je disais, oui, Tebboune, effectivement, le pouvoir le tient. Parce que même, je pense que même sa candidature aux élections, je pense que lui, personnellement, peut-être ne voulait pas se présenter. Peut-être il y avait des pressions de certaines... C'est Gaïd Salah qui a voulu le mettre. Peut-être, ouais, parce que... Parce il que le connaît avec- Gaïd Salah a reproduit le schéma dont lui-même a été l'objet. Bouteflika, quand il a voulu faire, avant qu'il ne naisse en action, il a considéré que celui qui lui convient le plus comme chef d'état-major, c'était Gaïd Salah. Et pourquoi? Pour des raisons et d'autres. Ce n'est pas la peine de Parce parler. que Le bonhomme est mort. On ne va pas rentrer dans certaines. bien sûr. Mais Gaïd Salah a joué le rôle que Bouteflika attendait de lui. Il a protégé son pouvoir. Il a protégé les intérêts que leur a laissé Bouteflika pour les généraux, notamment sur les commissions d'armement. Et quand Bouteflika a été sauté, quand il est tombé, qui ne servait plus à rien, qui n'était plus qu'une façade, Gaïd Salah a protégé Saïd. Il a continué sa mission jusqu'au bout. Et après, quand Gaïd Salah a dû écarter les Bouteflika, mettre Saïd en prison et répondre à l'annulation du 5e mandat qui avait été émise par le peuple, à ce moment-là, lui aussi est entré dans la peau de Bouteflika. Il a dit, moi, pour continuer à régner, c'est moi le patron maintenant, il me faut quelqu'un que je mette en façade. Et qui je peux ramener? Je vais ramener Tebboune. Parce que Tebboune, il traîne des casseroles, parce que Tebboune, il est soumis, parce que Tebboune, il est servile, parce que Tebboune, je peux tout lui faire faire. Absolument. Il ne savait pas que lui allait partir avant Tebboune. Parce que, voilà, donc Gaïd Salah était fait, et après devenu faiseur de... Voilà, il était fait et il a pris les mêmes critères qu'ils l'ont fait pour faire le roi fainéant qui allait... Et puis, pour faire un président, il fallait chercher quelqu'un qui entre dans le cadre. Absolument, quelqu'un qu'on peut guider, qu'on peut téléguider éventuellement, avec quoi? Avec des dossiers. C'est ça le... Alors, Abdelhak Serrab, d'abord sur quoi on est en train de parler des répressions qu'a dénoncé Human Rights Watch depuis les élections de M. Tebboune. Ça ne s'est pas arrêté, bien au contraire, ça continue de plus belle. Abdelhak Serrab? Nous l'avons perdu. Alors, le temps de le retrouver, nous allons aborder le dernier sujet. C'est M. Tebboune au Tagarin. Donc, certains ont dit que M. Tebboune a été convoqué au Tagarin. Alors, deux choses que je voulais discuter avec vous. La première, c'est que Tebboune a été accueilli comme si un chef d'État était accueilli par un État étranger. Nous avons vu M. Tebboune se déplacer dans un ministère algérien. Normalement, c'est comme s'il avait visité le ministère du Tourisme, le ministère de l'Industrie, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur. Quand il va à l'armée, c'est tapis rouge, des drapeaux, des fillettes qui l'accueillent pour lui faire la bise, lui remettre le ben otmar, un piquet d'honneur, le protocole. C'est comme s'il était un chef d'État reçu par un autre État, une autre entité, d'abord. Oui, parce que Tebboune, c'est un personnage, c'est-à-dire du point de vue du ministère de l'état-major, c'est un personnage dont la docilité est acquise.
Vous savez, elle a été acquise, justement, je reviens à cette affaire de son fils, justement. Je ne sais pas si vous vous souvenez du conflit qu'il y a eu entre Tebboune et Saïd Bouteflika. Le conflit qu'il y a eu entre Tebboune. C'est à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce conflit? Parce que Tebboune avait pris quelques latitudes et quelques airs d'indépendance, justement, vis-à-vis du système à l'époque. Oui. Vous l'avez, je crois, il avait décidé de juger la corruption, d'en finir avec la corruption, je crois. Et ensuite, il est entré dans une situation de conflit avec Saïd Bouteflika. Oui. Et c'est là qu'on a décidé de le rendre plus docile, Oui. notamment par son fils, etc. Maintenant, sa docilité est acquise. Est absolument acquise. Oui, il ne peut plus bouger. Il ne peut plus bouger. Maintenant, on peut l'accueillir comme un chef d'État avec les honneurs qui lui sont, entre parenthèses, Dieu. Oui, mais on va demander à Abdelhak Sarab qui est revenu avec nous. D'abord, je tiens à signaler que nous venons d'apprendre une info. Sofiane Marrakchi, journaliste, et Belkacem Gir, journaliste, tous les deux en détention, ont décidé d'entrer en grève de la faim à partir d'aujourd'hui. Abdelhak Sarab, Monsieur Tebboune, quand il est parti voir les militaires, il a été accueilli comme s'il était reçu par un pays étranger. Carrément. C'est tapis rouge, fillette pour lui faire la bise, des drapeaux, un piquet d'honneur, salle de réception, banquet, signature de traité, on dirait. C'était comme si c'était une signature de traité. Lui en train de signer avec tout un rang d'oignons derrière lui de généraux qui assistaient. C'est incroyable. C'est comme... vous avez remarqué la façon avec laquelle il a été accueilli? Excusez-moi, j'avais déjà pas répondu à la question. Pardon? Excusez-moi, je n'ai pas répondu à la question. La question est que M. Tebboune, quand il était au Tagarin, à la Défense nationale, il a été reçu comme un chef d'État étranger. Tout le protocole. Vous savez, Jemeddine Ben Chenouf, il y a deux pays qui ont des systèmes qui leur sont spécifiques et uniques au monde, l'Iran et l'Algérie. En Iran, il y a Wilayat al-Faqih, la gouvernance du théologien. En Algérie, il y a Wilayat al-Malik al-Makhfi, la gouvernance du roi caché. C'est quoi le roi caché? Il a été le roi caché en 62 avec l'armée des frontières. L'armée des frontières qui prend le pouvoir et qui met Ben Bella comme une façade. Et on a continué sur cette façade et sur cette portée jusqu'aujourd'hui. Et c'est ça qui a fait que le peuple algérien sorte le 22 février 2019. Nous voulons un véritable régime démocratique, un régime où c'est le peuple qui choisit le président, où il n'y a pas un président de façade et un roi caché, Wilayat al-Malik al-Makhfi. نحن لا نريد ولاية الملك المخفي ولا ولاية الفقيه. Et donc, ces deux systèmes, le système iranien, il est dénoncé un peu partout dans le monde. Alors que le système algérien, il n'est dénoncé nulle part, en dehors de l'Algérie. Le peuple algérien se retrouve seul face à un régime qui adopte la politique de la façade d'un côté et du pouvoir réel de l'autre. Alors, une question avant de vous libérer, parce que nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Monsieur Tebboune, vous savez, quand Gaïd Salah a disparu, quand il est mort, Monsieur Tebboune a, tout de suite après, à l'intérieur même de l'hôpital, des généraux se sont réunis dans un bureau de l'hôpital pour désigner Monsieur Chenguereha. Entre eux, ils ont dit, bon, c'est le commandant des forces terrestres, nous allons le désigner, mais pour le moment, c'est par intérim. On le désigne par intérim, le temps qu'on se mette d'accord pour de bon. Et alors, à ce moment-là, ils ont averti M. Tebboune, qui venait d'être élu, et ils lui ont dit, M. Tebboune, vous désignez ce monsieur comme chef d'état-major, mais attention, hein, par intérim. Bon, il a signé le décret par intérim. Non, on nous a informé qu'il était désigné par intérim. Sauf que maintenant, le décret est tombé. Et dans le décret, il y a deux choses. Il y a un décret qui met fin aux fonctions de M. Gaïd Salah. Et ça, personne ne l'a compris. On ne met pas fin aux fonctions de quelqu'un qui est mort. On prend acte qu'il a disparu et on nomme quelqu'un à sa place. Alors bon, il y a eu un décret en bonne et due forme, donc, qui enlève les fonctions à M. Gaïd Salah, qui considère qu'il n'est plus, il l'enlève, alors que le monsieur est déjà sous terre. Et
un autre décret qui nomme, un décret, hein, qui nomme M. Chengueria chef d'état-major par intérim. Or ça ne s'est jamais vu. On nomme quelqu'un par intérim, c'est à titre provisoire. Par exemple, le ministre de l'Intérieur, il a un wali qui disparaît. Le ministre de l'Intérieur désigne par arrêté ministériel le chef de cabinet ou le secrétaire général pour assurer l'intérim du wali pendant 15 jours, le temps qu'il soit remplacé. C'est un arrêté ministériel, ce n'est pas un décret. Mais une fois que le wali est choisi, c'est le président qui le nomme par décret. Mais qu'est-ce qu'il est dit? Il n'est pas dit qu'il est nommé par intérim. Ça n'existe pas, ça, de nommer quelqu'un par intérim. Alors, à votre avis, quelle est donc cette contrainte formidable, incroyable, inimaginable, qui a fait que M. Tebboune ne puisse même pas nommer le chef d'état-major, directement chef d'état-major, et encore plus qu'il ne puisse pas le nommer vice-ministre de la Défense, comme c'est la tradition? Vous savez, nous avons affaire à un régime qui est en difficulté, l'absence d'apaisement, le fait qu'on arrête des militants alors qu'on appelle les gens à négocier. D'un côté, M. Tebboune appelle les opposants aux négociations, de l'autre côté, il y a des arrestations qui se font tous les jours. Cette absence d'apaisement, c'est ce genre de comportement du président de la République désigné prouve que le régime est en difficulté. Le régime n'a pas un consensus, n'a pas un compromis à l'intérieur même de ses rangs. Le régime agit en rangs dispersés. Il est en difficulté. La révolution du 22 février a vraiment réussi la preuve. C'est la difficulté face à laquelle se retrouve le régime. Tous ces symptômes, moi je suis médecin, et je fais beaucoup de médecine d'urgence et de réanimation. Devant quelques symptômes, nous arrivons à diagnostiquer des maladies. Devant ce genre de symptômes, l'absence d'apaisement, l'absence d'une décision définitive, on est tout le temps dans le temporaire. Tous ces symptômes prouvent une seule chose, que le régime est en difficulté et que la révolution est en train de réussir. Merci Abdelhak Sarrab, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Alors, même je suis tenté de vous poser la même question à Zouaou Chemrouk et Skandar Debache. D'abord, pourquoi par intérim? Qui a exigé qu'il ne soit qu'un intérimaire? Qui a exigé de Tebboune qui lui dit non, vous ne le nommez pas chef d'état-major, intérimaire. Et vous ne lui donnez pas le portefeuille de vice-ministre de la Défense. Qui? Moi, je pense que c'est toujours les tenants du pouvoir, c'est-à-dire les militaires. C'est-à-dire à la mort de Gaïd Salah, donc ils se sont réunis pour désigner quelqu'un. Et l'usage, c'est-à-dire l'usage au sein de l'institution militaire, c'est que fait en sorte à ce que le chef des forces terrestres, oui, voilà, d'accord. Mais pourquoi par intérim? Pourquoi par intérim? Parce qu'ils ne se sont pas entendus entre eux, ça c'est sûr. Ils ne se font pas confiance? Absolument, ils ne se font pas confiance. Et cette confiance, on l'a vu, cette méfiance, on l'a vu sous la direction de Bouteflika. Il a mis la zizanie entre les militaires. Donc, et justement, c'est ça qui a mené le système à sa faillite aujourd'hui. Parce qu'ils n'avaient pas trouvé quelqu'un de consensuel pour c'est-à-dire le laisser se présenter aux élections de 2019. Donc, parce que mais pourquoi par intérim? Il aurait pu, par exemple, même s'il l'a nommé à titre formel, entier, plein, c'est un décret. Ouais. Donc il peut annuler un décret. Mais pourquoi? On dirait que c'est une humiliation. Oui, on vous laisse, chef d'état-major, plein exercice, mais vous ne serez pas vice-ministre de la Défense et vous ne serez pas à titre plein. Vous confirmez, vous serez par intérim. Pourquoi? Dans un décret? Normalement, bon, peut-être, je ne sais pas, peut-être la réglementation ou les lois de la République peut-être permettent au président de désigner quelqu'un, même par décret. Par intérim. Voilà, par intérim, peut-être. C'est juste illogique. Mais de toute façon, nous, les usages et les lois de la République, excusez-moi de terme, ils sont moins que. Oui, j'imagine bien. C'est ça, donc c'est pas ça en fait. Mais c'est que je pense l'exceptionnalité de la situation suite au décès de Gaïd Salah. Peut-être il était inattendu, sa mort elle était inattendue. Donc, mais il fallait, c'est-à-dire vis-à-vis de l'opinion publique, il fallait qu'elle dégage quelqu'un. Parce que Tebboune est fraîchement élu.
Donc il n'avait pas de pouvoir réellement, déjà il n'a pas, même s'il qu'il n'avait pas le pouvoir, donc il ne connaissait pas les généraux, il ne connaissait pas, ça veut dire, à qui il pouvait faire confiance, et les généraux aussi entre eux. Et le décret mis fin aux fonctions de Gaïd Salah. Vous ne trouvez pas ça complètement idiot? Je mets fin aux fonctions de quelqu'un qui est déjà sous terre. Absolument, normalement il devait... On prend acte à la limite, absolument. On constate. Il devait y avoir une constatation de vacances d'un poste. Ouais. On ne met pas fin aux fonctions de quelqu'un qui est mort. C'est incroyable. Faut être, on pourrait le rajouter à la médiocrité de ce système. Mais c'est que, voilà, donc il y a tellement, c'est l'exceptionnalité de la situation, c'est-à-dire un président fraîchement élu, 4-5 jours après, il y a la mort c'est-à-dire du faiseur de président, de véritable roi. Donc il y avait peut-être une cacophonie, mais il fallait, pour donner une certaine sérénité, une certaine cohésion, je dis bien de façade, au peuple algérien pour dire que le système est toujours là. Donc ils ont c'est-à-dire désigné quelqu'un par intérim. Mais je vous rappelle, c'est que ça, c'est une pratique quotidienne et habituelle à ce système. Ils le font toujours. Donc, à défaut de trouver quelqu'un de consensuel, ils désignent toujours quelqu'un. Même ça s'était fait sous le règne de Bouteflika. Symptomatique d'une situation de... Parce qu'à défaut de trouver quelqu'un de consensuel, ils font quoi? Donc ils désignent par intérim le temps qui est. Voilà, Skandar, avant de répondre à cette même question, ce tweet de M. Tebboune, franchement, vous savez que moi, il y a des moments où je me pince. Je me dis, je suis peut-être en train de faire un cauchemar. Le tweet. Alors, le tweet, qu'est-ce qu'il dit? C'est Tebboune qui l'écrit. Zama, Wakima Trump, ou Macron, fait des tweets. Ah ouais, d'accord. Bon, alors qu'est-ce qu'il dit dans le tweet? Gaïd Salah, avant mon élection, il a dit, le futur président sera une épée contre la corruption. Et Shengriha, l'actuel chef d'état-major, c'est Tebboune qui parle, c'est pas moi. Ouais. Et Shengriha, l'actuel chef d'état-major, il m'a offert une épée en bronze. Oui, c'est non seulement je suis l'épée contre la... Non, mais l'armée vient de confirmer. Et il a dit, et en cela, il a confirmé ce qu'avait dit Gaïd Salah. Ça veut dire, أنا هو الحجاج. أنا هو سيف الدولة اللي راح نقطف الرؤوس. Oui, c'est une manière de prêter allégeance à l'état-major. C'est eux qui décident qui est Saif الدولة ou qui est... Et il le fait publiquement. C'est une manière incroyable. De dire, voilà, c'est une allégeance. Vous êtes les patrons et je suis votre serviteur, c'est tout. Et sur cette notion d'intérim, nommer quelqu'un par décret, par intérim? Je pense que c'est symptomatique d'une situation de conflit qui a abouti à une indétermination. Donc, ils ont nommé Shengriha par, disons, c'est un compromis. Ils ne veulent pas lui donner trop de pouvoir, ses propres pour ne pas lui donner trop de pouvoir, etc. Parce que, vous savez, bon, il y a eu des fuites sur la mort de Gaïd Salah. Il y a eu des fuites, je ne sais pas quel crédit il faut leur accorder. Moi, je ne sais, de toute façon, je ne me prononce pas là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que, bon, ça s'est passé, la mort est survenue le soir d'une réunion, une réunion marathon au ministère de la Défense, sur l'avenir de ce qui allait se passer. Paraît-il, il aurait proposé, c'est-à-dire son gendre, qui est chef de la région militaire d'Oran, comme son successeur, et ce qui a poussé à une levée de bouclier de la part des autres généraux, qui veulent être chef d'état-major à la place. C'est vrai que le chef de région de la région militaire est son gendre. C'est son gendre, oui. C'est son gendre, et qui avait montré les dents dès le début, avec une répression contre le Hirak à Oran, et à Tiaret, à Belabès, etc. Donc là, il a vraiment été féroce, pour histoire de montrer qu'il Dernière question qui me tient à cœur, mais rapidement, Skandar Debech, parce que nous avons dépassé le temps. Comment se fait-il qu'après le décès de Gaïd Salah, dans une situation aussi trouble, aussi équivoque, où vraiment c'est tout et n'importe quoi qui est en train de se passer. Comment se fait-il qu'on n'ait pas pratiqué une autopsie sur la personne de M. Ahmed Gaïd Salah, qui est mort dans des conditions pour le moins équivoques? J'ai lu un article une fois de quelqu'un qui a émis quelque chose, mais vraiment, qui a procédé à une analyse, mais alors vraiment intelligente. Il a fait passer toutes les personnalités civiles ou militaires qui sont morts de crise cardiaque en Algérie, subitement.
de crise cardiaque. Dès qu'il y avait un conflit, il y a quelqu'un qui mourait de crise cardiaque. Donc ça a commencé avec... Slimane Amirat, non? Oui, bon, même il y en a eu d'autres. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs qui sont morts de crise cardiaque. De crise cardiaque, mais subitement. Mais hein. subitement. Alors, à la fin, dans sa conclusion, il a dit pour être membre de l'état-major, il faut déjà avoir le cœur bien accroché. Donc, voilà. Généralement, à l'âge où ils sont. Absolument. À l'âge où ils sont. C'est pas qu'à l'âge où ils sont, La mais crise c'est cardiaque. que. Moi, je pense qu'il faudrait presque une délivrance, il faudrait faire une autopsie du général Gaït, enfin du général Gaït Salah pour savoir de quoi il est mort. Et pourquoi ils l'ont pas fait? Non, ils l'ont pas fait. Ils n'ont pas intérêt. Normalement, ils le font pour qu'on parle plus, pour que les gens, ils disent bon, les gens vont dire il a été assassiné. Nous, pour mettre fin à toutes ces rumeurs qui vont naître, tout naturellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va redonner une autopsie. Et même, on va prendre des professeurs, des chirurgiens, des légistes qui sont honnêtes, qui sont connus, qui sont grands, et on va leur demander de faire une déclaration publique. Ils sont dans une situation de marasme ils en arrivent total. à ne pas faire une autopsie. Ils sont dans une situation de marasme total. Ils sont dans une situation de fuite en avant. Ils ne savent plus comment. C'est pour ça que je dis que c'est le pouvoir qui est en train de s'essouffler et il va s'effondrer. Très bien. Donc la commission peut-être ou les experts, je pense que il allait peut-être empirer les choses, c'est-à-dire qu'ils allaient découvrir quelque chose. Non, même pas, parce que même le peuple n'y croyait pas. Mais bien sûr, ça c'est sûr. Donc, non, c'est-à-dire qu'il Zouaou Chamarouk, merci beaucoup. Iskandar Debbache, merci beaucoup. Karim Kabir, merci beaucoup. Abdelhak Serrab, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chers amis. كيما رانا موالفين احنا في السلميه وفي القهوه خاوه وخليهم هما وحدهم يحفروا قبورهم مدبر راسهم احنا نكملوا كيما هك ونو سوم سيغ لو بون شومان يعطيكم الصحه وبقى على خير.